Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Paris Studio. Les Jeux Olympiques de Paris seront le grand événement sportif mondial de l'année 2024. Si cette nouvelle édition est très attendue par les sportifs et les fans, pour certains, elle constitue une petite révolution. En effet, certaines disciplines ont été ajoutées, ce qui offrira une exposition exceptionnelle à ces sports. Parmi ceux-ci, le breakdance ou breaking, cette danse de rue des années 70 sera discipline additionnelle à Paris et les épreuves se dérouleront le 9 et le 10 août 2024. Dans cette émission, nous retracerons l'histoire du breaking des rues de New York au JO de Paris avec le président de la Fédération française de danse, Charles Ferreira, que je vais accueillir dans un instant. Bonjour Charles Ferreira. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Paris Studio. C'est un plaisir d'être parmi vous. Vous êtes professeur de danse et vous êtes depuis 2017 le président de la Fédération française de danse. Vous êtes également membre du conseil d'administration du CNOSF, qui est en quelque sorte le CIO français. Oui, c'est le Comité national olympique et sportif français. Et je suis également membre donc, du présidium de la Fédération internationale, la WDSF. D'accord. Alors, la Fédération française de danse que vous présidez connaît aujourd'hui une forte mise en lumière puisqu'elle est devenue une fédération olympique grâce au breaking qui figurera sur la liste des disciplines des JO de Paris 2024. C'est une petite révolution pour le monde de la danse, je suppose. Est-ce que vous pourriez revenir sur cet événement ? Oui, c'est une aventure qui a commencé en 2018 avec les Jeux Olympiques de la jeunesse. Et c'est vrai qu'on a été très fiers ensuite que cette discipline soit conduite donc, par le COJO et par le CIO pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est une petite révolution dans la danse. C'est une révolution dans la danse. Et comment vous expliquez ce choix du breaking parmi toutes les disciplines qui auraient pu figurer sur la liste des disciplines au prochain JO? Pourquoi ce choix du breaking d'après vous? Le CIO a cherché un petit peu à moderniser, à rajeunir un petit peu son public, les activités aussi. Donc c'est vrai que le breaking répond à cet engouement quand même de la jeunesse. Et donc c'est une façon d'attirer les jeunes. Le mouvement breaking est très présent aussi donc, sur les réseaux sociaux. Donc c'est aussi ce qui a motivé. Après le breaking, c'est aussi un mélange de sport et de culture d'art. Et c'est vrai que dans son histoire, les Jeux Olympiques, il n'y avait pas que du sport. Il y a peu de gens qui le savent. Mais il y avait de la sculpture, il y avait du dessin, etc. C'est une discipline aussi qui ne demande pas beaucoup d'infrastructures. C'est une discipline qui est quasiment dansée par tous les jeunes du monde entier, en Afrique, en Asie, en Amérique, etc. Donc c'est un petit peu ces critères-là qui ont motivé donc, le Comité international olympique à rajouter cette discipline. Il faut aussi dire que c'était une grosse volonté aussi donc de Tony Estanguet, qui est le président du comité d'organisation des Jeux de Paris. D'accord. Alors on va revenir par la suite sur le développement du breaking. Mais pour l'instant, j'imagine que pour la Fédération française de danse, il s'agit d'un gros défi. Qu'est-ce qui change pour vous et comment préparez-vous les B-girls et les B-boys à relever donc ce défi des JO ? Si on reprend un petit peu l'historique, déjà il faut savoir qu'à la base c'est une discipline qui n'était pas structurée sportivement. C'est une discipline qui avait une grande culture, etc. Mais c'est vrai que c'était une discipline qui n'était pas du tout structurée ni au niveau international ni au niveau national. Donc déjà ça a commencé par un gros travail pour structurer cette discipline afin qu'elle réponde aux critères sportifs. Donc déjà, ça a été quand même un gros travail. Oui, parce qu'on peut s'interroger de savoir si le breaking est véritablement un sport. Oui, je pense que la danse, quand on voit les athlètes, évidemment... Tout le monde est d'accord pour dire qu'en général, la danse, c'est du sport. Par contre, je crois que toutes les danses à la fédération revendiquent le côté artistique qui est indéniable. Mais c'est vrai que le break en particulier
une des peurs du break, c'était de perdre cette identité artistique. Et donc, il y avait une certaine peur de rentrer dans le mouvement sportif par rapport à ça. Oui, alors justement, vous venez d'en parler, c'est une discipline qui est née dans la rue et qui fait la part belle à l'improvisation. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des mouvements, vous qui êtes un danseur aussi, des mouvements du breaking et aussi des compétitions, comment elles s'organisent et comment sont évalués les danseurs? Ça, c'est une partie que je préfère laisser aux spécialistes, hein, même si j'en connais un rayon, mais je préfère laisser parler les spécialistes là-dessus. D'accord. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un vocabulaire aussi du breaking et il y a des mouvements qu'on appelle des power moves. C'est ça aussi qui fait le spectacle. Les footwork, etc. Donc avec des passages d'abord debout qui préparent ensuite à une mise à une prestation, une chorégraphie au sol avec des arrêts sur la musique. Donc c'est vrai qu'il y a tout un tas de codes qui sont bien spécifiques à cette discipline. Donc les compétitions de breaking s'organisent sous une forme qu'on appelle les battles, hein, c'est bien ça? Tout à fait. Des batailles en quelque sorte. Bataille. Alors ça peut être à 1 contre 1, un b-boy contre un b-boy ou une big girl contre une big girl, ou ça peut être crew contre crew, c'est-à-dire des collectifs qui s'affrontent, donc à plusieurs. Ça peut être aussi mixte parfois. Ça peut être aussi mixte, exactement. Et donc, eh bien, pour nous faire une idée plus précise de ce que c'est qu'un battle de breaking, nous allons tout de suite nous diriger vers le Battle Pro des qualifications nationales qui ont eu lieu à Paris il y a quelques temps. Et nous allons rencontrer notamment 2 danseurs, Mia et Lucas, que vous allez découvrir tout de suite. Le Battle Pro, c'est un des plus gros événements français, national aujourd'hui. Il faut savoir que là, c'est les qualifications pour le mondial. Donc, tout gagnant de chaque catégorie représentera la France au mondial qui a lieu le 1er octobre au Théâtre du Châtelet. Donc là, aujourd'hui, c'est la qualification. Il y a ça chaque année. Et on est là pour gagner, pour représenter la France. L'ambiance des battles, c'est important. Il y a toujours de l'enjeu entre 2 équipes ou entre 2 adversaires. Toujours une sorte de petite tension parce que tout le monde veut gagner. Après, ça reste fait dans la bonne humeur, entre guillemets. Mais cette tension, elle est nécessaire pour surpasser et que le battle, ils vont de mieux en mieux. Souvent, je fais 3-4 heures d'entraînement tous les jours. J'essaye d'être assez régulière. Sur ça, je le suis, donc il n'y a pas vraiment trop de problèmes. Et ça dépend de mes envies. J'ai un planning que je respecte pas tout le temps parce que je fais en fonction de mes envies. Pour moi, c'est le principal. J'ai envie de fonctionner en fonction de mes envies et pas en fonction de quelque chose imposé. Si j'ai envie d'aller vraiment dur, je vais travailler des passages, des simulations de battle aussi, on fait beaucoup. Quand le DJ il est bon, et ça va, la musique elle te plaît, ça va plus te donner envie de te surpasser. Puis moi ce que j'aime bien c'est quand les musiques elles sont avec des grosses basses et que ça fait un gros effet sur la scène. Là je ressens vraiment le moment et c'est là où j'ai envie de tout donner vraiment. Il y a des breaks différents. En fait, ce qui est bien avec cette danse, c'est que comparé à d'autres sports, parce qu'aujourd'hui c'est aussi considéré comme il y a un aspect sportif, on ne peut pas le nier sur le breaking, mais ce qui me plaît, c'est aussi qu'on est tous différents parce qu'on a tous des morphologies différentes, des manières de penser différentes, des corps différents. Et donc du coup, on bouge d'une différente manière et du coup, ça rend esthétiquement différent. J'aimerais bien ramener un titre chez moi à Saint-Étienne. Voilà, parce qu'en plus déjà j'ai eu la chance d'être invité. C'est quand même quelque chose de cool. Et du coup, ouais, j'ai envie d'honorer cette gentillesse qu'on me fait de m'inviter, du coup j'ai envie de prouver. Et plus largement, j'ai envie de continuer à vivre du break, continuer à donner des cours, à voyager, à rencontrer des gens comme je fais là, et continuer à faire ça le plus longtemps possible.
Lors des JO de Paris, les choses vont être un petit peu différentes par rapport aux battles tels qu'on les connaît. Est-ce que vous savez comment cela va s'organiser? C'est-à-dire comment les danseurs vont être évalués? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été pensées déjà à ce sujet? Disons que les compétitions aujourd'hui qui sont sélectives aux Jeux se déroulent déjà de la même façon. Hein. Ça se passe électroniquement. Chaque juge donc, a une tablette avec des curseurs qui concernent la musicalité, la technique, l'originalité, etc. Et donc chaque juge monte ou baisse sur les curseurs et à la fin ça donne un résultat. Et donc la moyenne des juges va donc donner tel ou tel b-boy ou b-girl vainqueur du round. D'accord, donc ce sera la même chose ça sera pareil pour les JO. Alors la mise en lumière du breaking lors des JO de Paris va bien sûr démocratiser encore davantage cette discipline et peut-être susciter de nouvelles vocations. Mais d'un autre côté, l'entrée dans l'institution sportive risque de modifier peut-être aussi un peu l'esprit de ce sport né dans la rue. Le côté populaire et festif est très important dans les battles justement. Est-ce qu'il ne risque pas d'être éclipsé par cette reconnaissance institutionnelle? Je pense pas, parce que justement, si cette discipline a été choisie au CIO, c'est pas pour la modifier, c'est pour ses valeurs, quoi, en fait. Donc, on s'est tous appliqués. Quand je dis tous, c'est les dirigeants de la fédération internationale, le CIO aussi, la Fédération française de danse aussi. On s'est appliqué à pas dénaturer. C'était vrai, comme j'ai pu le dire, c'était une crainte qu'il y avait au départ, mais qui a été assez vite effacée, puisque le mouvement breaking tient beaucoup, je veux dire, à garder son identité et sa culture, et chose que les fédérations, je dis les fédérations, c'est la Fédération française de danse et la Fédération internationale, s'est appliquée à conserver. Alors, dès les années, je crois, 80-90, des battles ont été organisés partout dans le monde et la France est devenue l'un des leaders en la matière. Comment expliquer ce succès du breaking en France, d'après vous? Écoutez, moi, je n'étais pas au début du breaking en France, donc par contre, c'est vrai que la France, ce que je sais, ce que je peux dire, c'est que la France, le mouvement français est très important. Hein. On dit souvent, à juste titre, que c'est la France, par exemple, qui organise le plus d'événements annuellement en breaking, ce qui est une réalité. C'est vrai que la jeunesse française aujourd'hui est très touchée aussi par le mouvement breaking, ça plaît énormément. C'est à la fois artistique et spectaculaire, et c'est vrai que ça fait rêver beaucoup de jeunes. Mais par contre, ce qui est important, on s'est vraiment appliqué à garder cette culture, quoi. Alors, on parle d'une French Touch. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Oui, la French Touch, c'est que les Français ont du caractère, les b-boys et les b-girls français ont du caractère, et c'est vrai que ce caractère ressort sur la piste. Quand on parle de battle, il y a toujours une question-réponse, hein, c'est-à-dire qu'il y a quand même un battle, c'est une bataille, donc on doit se répondre. Et donc c'est vrai que les Français, que les b-boys et les b-girls françaises ont une grande personnalité, évidemment, et qui rejaillit également quand ils sont sur le cypher. Alors avec tout ce que vous nous avez dit, on se dit que la France a toutes ses chances au JO 2024 en breaking. D'après vous, des médailles sont envisagées? En tout cas, on fait tout pour, hein, puisque un pôle INSEP avec les meilleurs breakers et les meilleures breakeuses françaises, donc, et on met tout en place avec un staff conséquent pour accompagner toutes ces danseuses et danseurs. Et évidemment, on a confiance en eux et puis on espère bien ramener une ou plusieurs médailles quand même pour les JO 2024. Alors, on en a déjà un peu parlé, le breaking est une danse donc venue de New York dans les années 70 et qui s'est déjà beaucoup développée et qui continue de se développer, notamment en Asie.
où il y a de plus en plus de pays qui s'intéressent au breaking. Je crois que la Corée, le Japon et maintenant la Chine font partie des pays dans lesquels on a des athlètes qui sont de plus en plus forts. Est-ce que vous pourriez nous dire, d'après vous, pourquoi ce développement de plus en plus important du breaking ? Écoutez, je pense que c'est un phénomène qui touche toute la jeunesse au niveau mondial. Je n'ai pas vraiment d'explication, mais c'est vrai que si on regarde sur tous les continents, le breaking a un gros succès. Comme vous l'avez dit, en Chine, en Amérique, je vois qu'au championnat du monde, il y avait quand même une forte participation. Il y avait une 60aine de pays au plus représentés, ce qui est quand même assez exceptionnel. Je pense que l'engouement aussi à cette discipline est dû au fait que ça peut se faire n'importe où, qu'il ne faut pas forcément beaucoup d'infrastructures. C'est une discipline peu chère et puis c'est vrai, très spectaculaire, à la fois spectaculaire et artistique. Et c'est vrai que le mix des deux, écoutez, ça a son effet auprès de la jeunesse et tant mieux. Après, ce qui est important aussi pour nous, au-delà du breaking, c'est que c'est la danse de façon générale aussi qui est mise en valeur. Et ça, quand même, pour nous danseurs, pour les fédérations internationales et puis pour la fédération française de danse, c'est une grande opportunité. Alors, parmi justement ces pays qui commencent à développer beaucoup le breaking, la Chine est l'un de ces pays donc. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'essor des breakdanceurs chinois qui apparemment progressent très très vite? Écoutez, pour être très très vite, on peut dire aussi que donc, le staff aujourd'hui qui entraîne l'équipe, c'est quand même un Français, oui, donc voilà. Cocorico. Donc ils ont un entraîneur français, Mounir Biba. Français, tout à fait, Mounir Biba, qui est un excellent entraîneur avec qui on a eu aussi l'occasion de travailler à la Fédération française de danse. Et c'est vrai qu'après, ils ont également beaucoup de qualités naturelles. Ils sont très, 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 très gymnastes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les Chinois, ils ont quand même des b-boys et des b-girls de grande qualité. En particulier la petite 671 qui fait partie des trois meilleures mondiales et qui peut prétendre également à une médaille aux Jeux. Alors le breaking chinois s'est développé de son côté à son rythme et avec ses propres caractéristiques. On m'a dit qu'il y avait une influence des arts martiaux chinois chez les breakdanceurs chinois. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots sur justement ces influences de la culture de chaque pays on parlait de la French Touch tout à l'heure, mais dans l'interprétation qu'on peut avoir de ce sport? Écoutez, ma connaissance du breaking chinois ne va pas jusque-là. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont quand même des bases très très gymniques, ils sont très acrobates. Et c'est vrai que ce qui ressort beaucoup aussi, c'est ce côté-là. Mais bon, si on compare par rapport aux b-boys, aux b-girls françaises, c'est peut-être la personnalité, le côté feeling, le côté danse qui est peut-être moins prégnant chez eux. Même si on voit qu'au fil des compétitions, ils font beaucoup de progrès là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a des entraîneurs français, c'est un petit peu, on va dire, c'est un petit peu normal. Oui, mais alors justement, on peut se dire que puisqu'ils sont venus chercher des entraîneurs français, parce que je crois que Mounir Biba n'est pas le seul Français qui entraîne les Chinois, est-ce qu'on peut dire que l'intérêt, c'est peut-être justement de mixer les apports des différents styles et peut-être ainsi de dépasser encore les limites de ce sport? Sans doute. Après, il faut pas qu'ils aillent trop quand même, parce que je préférerais bien entendu que ce soit les Français qui reviennent avec les médailles d'or, les médailles d'argent et de bronze, que les Chinois. Donc on va s'appliquer à rester devant eux et à pas tout leur donner quand même. Bien sûr. On va en garder un peu pour nous. Alors, durant les JO, ce sont 32 b-boys et b-girls qui vont s'affronter. Donc il y aura une journée consacrée aux garçons et une journée pour les filles. Je crois pas, je pense que ça sera la même journée. Ah bon? Je croyais justement que c'était séparé. Même journée. La première journée, ça sera les qualifications. Et la deuxième journée, ça sera les finales.
Je ne suis pas dans le secret du programme, mais généralement, les compétitions se déroulent ainsi. Il y a de très fortes chances que ça se déroule pareil. D'accord. En tout cas, ce sera les meilleurs des meilleurs qui seront présents à cette compétition, puisque 32 sur le nombre de danseurs, ce sera vraiment donc la crème de la crème, si on peut dire. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ces athlètes ? Les places sont très chères pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, puisque toutes les nations ne seront pas représentées, alors qu'aujourd'hui, il y a quasiment des b-boys et des b-girls dans une soixantaine de pays. On n'en retrouvera que 32. Ça a commencé déjà depuis 1 an et demi, les qualifications pour les Jeux. Donc, il y a eu des qualifications qui se sont faites dans des tournois donc, sélectifs pour pouvoir participer au tournoi qualificatif olympique. Alors, il y avait quand même des entrées directes. C'est pour ça que c'est très difficile d'y rentrer aussi, puisque les champions continentaux, en ce moment, les championnats continentaux sont en train de se dérouler. Donc, je crois que le premier, ça a été la France. Donc, c'est un b-boy français qui a gagné en la personne de Danny Dan. Donc, lui, il est rentré. Donc, tous les champions continentaux, ensuite, vont rentrer directement. Ensuite, il y a le champion du monde qui va rentrer directement aussi. Et ensuite, les autres sélectionnés vont passer par des tournois qualificatifs. Alors, c'est les 40 meilleurs qui auront le droit de participer à ces tournois qualificatifs auxquels on va soustraire, bien évidemment, ceux qui sont rentrés directement déjà. Et en gros, à la fin de ce tour, parce qu'à peu près, il y en a 6 garçons, 6 filles à peu près, donc qui sont déjà entrés directement par leur classement au championnat du monde ou dans les Jeux continentaux. Et il restera à la fin des TQO les 10 premiers donc, de ces tournois qualificatifs, sachant qu'il y en a 3. Voilà, un de tête, je crois que c'est... il y a Abu Dhabi, il y a un pays en Asie, et ensuite il y a l'Europe, en Hollande. Et donc à peu près, c'est les 10 meilleurs qui vont être pris, d'accord, pour ensuite intégrer véritablement les Jeux de Paris. Donc les places sont excessivement chères et les qualifications ont commencé depuis longtemps, ce qui fait qu'il faut vraiment être dans les meilleurs mondiaux pour avoir une chance de participer à ces Jeux. Et alors pour l'instant, donc, le breaking est devenu une discipline additionnelle. Est-ce que, d'après vous, ça va perdurer? Comment ça va se passer après? Écoutez, en tous les cas, on espère que ça perdurer. On va avoir la réponse dans très peu de temps, puisqu'on aurait dû déjà avoir la réponse des sports additionnels. Donc, c'est des accords entre le CIO et le prochain pays organisateur qui est Los Angeles. Et donc, on aurait dû déjà avoir donc, les 3 ou 4 sports additionnels en septembre. La décision a été repoussée. Mais d'ici quelques semaines, là, on devrait avoir la réponse et savoir, évidemment, on espère tous, que le breaking sera reconduit à Los Angeles pour 2028. On a parlé de compétition jusqu'à maintenant et on pourrait parler aussi des valeurs attachées au sport. Et je crois que le breaking est une discipline qui accorde beaucoup d'importance à certaines valeurs, enfin, qui véhicule certaines valeurs, notamment celles des valeurs de solidarité, d'inclusion. On peut parler aussi des valeurs olympiques. Il y a une charte internationale, écrite sur les valeurs du breaking, qui est très très intéressante, mais en fait qui ne sont pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est quasiment les mêmes valeurs que le sport, quoi. Le partage, l'accès à tous, etc., l'entraide, et je ne vois pas de différence entre les grandes valeurs du breaking et les grandes valeurs du sport. On se construit par le travail, par la coopération, etc. Et donc, à mon sens, je veux dire, les valeurs, si ce n'est pas les mêmes, elles sont très proches. Pour avoir lu la charte et le code, je veux dire, de déontologie du mouvement breaking, qui est international, c'est très similaire aux grandes valeurs du sport. Alors, c'est la place de la Concorde à Paris qui accueillera les épreuves de breaking lors des JO de Paris 2024, les 9 et 10 août, je crois. Donc, cette place qui est située au cœur de Paris sera temporairement
reconstruite pour constituer un véritable parc urbain. D'ailleurs, d'autres disciplines se disputeront là-bas. C'est un bel écrin pour le breaking, pour le début du breaking en tant que discipline olympique. Qu'est-ce que vous en pensez, Charles Ferreira? Je trouve que c'est génial, puisque c'est quand même un sport urbain, mais la place de la Concorde, c'est un lieu historique. Et c'est vrai qu'on a fait plusieurs événements. Il n'y a pas longtemps, on avait fait un événement au musée d'Orsay. Et c'est vrai qu'on a fait pas mal d'émissions et pas mal d'événements où on mélange l'histoire, l'art, la culture et le sport. Et je pense que la place de la Concorde, c'est sans doute un des plus beaux endroits de Paris pour mettre en évidence l'histoire, l'art, le sport, etc. Ça va être un moment, je trouve, qui va être génial et puis grandiose même, j'ai envie de dire. Vous êtes aussi, donc, je le disais en vous présentant tout à l'heure, membre du conseil d'administration du CNOSF. Pouvez-vous nous dire un mot sur, en tant que justement représentant de cette organisation, pouvez-vous nous dire un mot sur l'organisation des JO de Paris 2024 ? On n'y croyait pas forcément au début. Comment vous voyez les choses aujourd'hui ? Alors le CNOSF, si vous voulez, c'est l'organe français national du comité international olympique. Donc aujourd'hui, c'est le CNOSF qui a porté le projet de Jeux olympiques à Paris. Mais une fois donc que le CNOSF a obtenu les Jeux olympiques, la mission de l'organiser a été confiée au COJO. Alors le COJO, qui est un organe du CIO, qui est chargé, en collaboration avec l'État français, d'organiser les Jeux. Mais c'est le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris. C'est ça, voilà. Et aujourd'hui, ce n'est pas le CNOSF qui a la responsabilité d'organiser les Jeux, c'est le COJO. Mais en tant qu'observateur bien informé. Oui, ben écoutez, à ma connaissance aujourd'hui, tout est à l'heure, hein, j'ai envie de dire. Hein, c'est-à-dire que toutes les constructions sont à l'heure. Les budgets, à ma connaissance, sont respectés. Tout se déroule comme il faut. Il y a même eu des répétitions donc, de la cérémonie d'ouverture sur la scène, etc. Aujourd'hui, à ma connaissance, à mon humble connaissance, parce que je ne suis pas membre du COJO et donc je ne sais pas tout ce qui se passe. Mais écoutez, en tous les cas, les réunions, quand même, on a souvent des réunions avec les fédérations olympiques, avec les membres du COJO, etc. Pour le moment, tout est au vert. Je crois qu'une grande partie aussi de la population française, en fait, je ne crois pas, j'en suis sûr, une grande partie de la population française soutient aussi ces Jeux. On espère évidemment tous que ça va être une grande fête et surtout que ça va servir au sport français. Il faut qu'il y ait un héritage derrière. L'héritage est important. Alors, 2024 sera une année exceptionnelle, évidemment, pour les Français, puisque la France va accueillir les Jeux Olympiques. Mais ce sera également l'année du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la France et la Chine et une année dédiée au tourisme culturel franco-chinois. Est-ce que vous auriez un message final à faire passer à l'occasion de cette année et de donc, tous ces événements qui auront lieu ? Ben on sait que le peuple chinois sont très friands de la France. On voit, je suis souvent à Paris et c'est vrai qu'on voit beaucoup donc, de Chinois à Paris. Le message, écoutez, Paris est une des plus belles villes du monde, la ville romantique, et tous les Chinois sont les bienvenus. Et puis surtout leur dire que Paris, la cérémonie d'ouverture sera une première mondiale, puisque jamais les cérémonies d'ouverture ont toujours eu lieu dans un stade. Là, avec la scène, etc., ça va être exceptionnel. Donc j'invite tous les Chinois à nous rendre visite pendant et après les Jeux, bien sûr. Merci Charles Ferreira pour toutes ces informations et de votre présence dans cette émission. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain numéro de Paris Studio.